Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour un numéro de Scribe. Aujourd'hui, nous recevons Gérard Yongo. Il est auteur de 3 ouvrages. Un gourou apprenti sorcier, le deuxième, Une nuit blanche. Et cette fois-ci, il revient sur ce plateau avec un roman intitulé Ils mourront de leur propre poison. Bonjour. Bonjour madame. Ils mourront de leur propre poison est un roman publié aux éditions L'Harmattan au Congo. Pourquoi ils mourront de leur propre poison? Merci pour la question. Nous vivons dans une vie où il y a beaucoup d'épreuves. Et il y a malheureusement que souvent on tient des paroles, on attribue des étiquettes qui ne ressemblent pas forcément à ceux sur qui on les porte. Et tout ce que nous faisons en bien, nous le récoltons en bien. Ce que nous faisons en mal, nous le récoltons en mal. Ce qui revient à dire que finalement le mal de la société ne se trouve pas ailleurs que dans le cœur de l'homme. Et donc tous qui font le mal, il faut qu'ils sachent qu'un jour, ils le payeront. Et ils le paieront comment? Ce sera par la mort. Et cette mort-là, ce sera comme un poison parce que ce que nous faisons en mal, ce ne sera jamais de la lumière que nous allons récolter, mais ce sera le mal que nous allons récolter. Et ce mal-là nous conduira droit à la mort. Et c'est pour cette raison que, par rapport à l'histoire qui est contée, si nous regardons la manière dont ce jeune orphelin est traité dans la famille et tout ce qu'il a subi, et comment il termine sa vie, eh bien, nous tirons la conclusion que tous ceux qui ont dit du mal de lui, qui ne croyaient pas qu'il allait réussir et devenir un jour un grand homme, alors que son destin, Dieu l'a programmé autrement, eh bien, tout ce monde-là, on les considère comme des gens qui mourront de leur propre poison, c'est-à-dire toutes les paroles qu'ils auront prononcées à l'encontre de cet enfant. Justement, parlez-nous brièvement de cette histoire. C'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle donc Makongo. Il a la trentaine et il est père de 2 enfants, dont un atteint de drépanocytose. Alors qu'il est encore mineur, sa mère meurt. Depuis, Sengoula, son père, qui s'est remarié plusieurs fois, n'a plus la même attention sur cet enfant qu'il choyait jusque-là. Quand il décède à son tour, le géniteur n'a rien légué. Apprend que par inadvertance, son père a été enterré avec dans son costume une somme colossale. Se déclenche alors une série d'aventures rocambolesques dans lesquelles le sacré, le mystique, la magie, la sorcellerie et le divin se côtoient à vous couper le souffle. Voilà donc une histoire hors du commun qui est contée dans cet ouvrage. Oui, l'histoire donc de Makongo, qui est ce jeune personnage-là du roman, et qui cherche à déterrer l'argent qui se trouve dans la poche de la veste portée par le défunt, son défunt père. Et pourquoi avez-vous choisi d'écrire ce roman? Bien, vous savez que toute écriture est inspirée de Dieu, et l'écriture est faite pour informer, pour corriger, pour instruire. Et donc, il m'est venu à l'idée de raconter cette idée que j'ai trouvée intéressante parce qu'elle a germé en moi et à fusion. Il y avait beaucoup de choses à dire là-dedans et j'ai pensé que c'était une histoire qui pourrait intéresser le lecteur. C'est alors que j'ai imaginé un certain nombre de scènes qui pourraient s'apparenter justement à l'histoire et en les rassemblant, ça constituait ce livre que vous voyez. Et je pense aussi que le problème soulevé pourrait être vécu aussi dans la vie courante. Pourquoi pas? Parce que quand j'ai publié ce livre, il y a eu des gens qui m'ont abordé en me disant que, mais tiens, l'histoire que tu vous racontais, justement, c'est une histoire qui s'est déjà passée. Certains disaient à Pointe-Noire, d'autres disaient ici. Mais enfin, ils ont témoigné qu'il y a eu des histoires similaires au Congo dans la vie. Et donc, je pense que le message que je porte, justement, c'est pour permettre surtout à ceux qui
qui portent tout leur espoir sur X ou Y, pensant qu'ils ne vont pas aller à l'école, ils vont attendre que ils attendent tous des parents. Eh bien, il faut savoir que lorsque le père ne sera pas là pour vous apporter tout le confort possible, donc il revient à l'enfant d'apprendre pour que, par la connaissance et par la culture, il devienne une personnalité importante et qu'il puisse être en mesure de prendre la relève justement des parents. Donc ce que je raconte justement, c'est pour montrer que on est enfant, c'est vrai, mais on est appelé à grandir et en grandissant, il y a des charges, des responsabilités qu'il va falloir assumer parce que alors on est appelé à devenir chef de famille. Oui, mais le fait d'aller déterrer, ce n'est pas pour vous une profanation, ce n'est pas une mauvaise chose que de faire ainsi, alors que ce jeune homme aurait pu informer sa famille que son père était enterré avec de l'argent dans la poche de sa veste. Alors, le problème qui se pose au départ, c'est quoi? C'est que Makongo a 2 enfants et l'un des enfants est atteint de drépanocytose. Et Makongo, du vivant de son père, il misait en fait sur l'héritage. Il se disait qu'il était le premier-né de la famille, donc l'aîné des enfants, et qu'il pourrait justement, à la mort de son père, bénéficier de la parcelle où habitait toute la famille. Il se passe malheureusement que, comme ça se passe chez nous, quand quelqu'un meurt, et lorsqu'on doit régler un certain nombre de problèmes de succession notamment, eh bien le père a eu à laisser un testament à travers lequel justement il lègue l'unique parcelle qu'il avait à sa nièce. Et ne donnant donc rien au fils aîné. Alors, si bien que lorsque Makongo apprend par inadvertance que l'argent était enterré justement dans l'une des poches du costume de son père, lui il croit être le seul à détenir l'information. Il ne s'imagine pas que les autres ont l'information, ou encore il se dit, mais peut-être qu'ils ont l'information, mais ils ne m'ont pas tenu informé et ils veulent gérer ça en catimini comme pour s'accaparer de cet argent. Voyez-vous? Mais donc il commence donc des investigations, des enquêtes, ils traquent tout le monde, justement pour vérifier si ils ont, oui ou non, pris cet argent-là. Mais lorsqu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas justement, personne n'est au courant de ça, et alors il se dit que donc finalement, puisque personne n'en parle, donc l'argent a été enterré. Alors il s'agit là de mon héritage, ce que je n'ai pas pu avoir, que mon père ne m'a pas laissé. Je peux aller le récupérer, mais cela ne dépendra que de mon courage. Parce que pour aller dans un cimetière, dans la nuit en plus, mais il faut avoir du courage. Alors, il se donne donc ce courage-là et d'aller donc au cimetière. Donc, il faut regarder la motivation dès le départ. Qu'est-ce qui motive Makongo? Eh bien, c'est parce qu'il a d'énormes problèmes à régler, notamment le problème de la santé de son fils. Ensuite, il a une femme. Il faut qu'il prenne soin de cette femme-là. Et il pense que la seule alternative possible, ce serait donc de récupérer cet argent. Alors, il doit braver, n'est-ce pas, tous les mystères de la nuit pour aller au cimetière avec son frère, de façon à pouvoir récupérer cet argent. Et il n'y a pas seulement cette histoire de récupérer l'argent qui est dans la veste du disparu, il y a aussi d'autres histoires qui sont racontées, on a l'impression d'avoir plusieurs épisodes. On a par exemple, pendant qu'il y a la palabre, sur cette affaire d'argent, on a une jeune personne qui apparaît et qui dit être la veuve du défunt. Et cette jeune personne, c'est un homme qui se dit veuve. C'est une histoire terrible, parce que vous savez que dans nos sociétés, chez les Bantous, lorsqu'une personne meurt, il faut en finir avec la personne. Et cela passe nécessairement par des réunions de famille. Et lorsqu'on a tenu la réunion de famille, et on croit avoir tout réglé, tout résolu, des problèmes de succession, des problèmes de ceci, de cela, alors voilà une personne qui apparaît et qui vient pour dire qu'il a une information capitale à donner à la famille. Il cherche à voir le chef de famille. Tout le monde se précipite pensant que ce serait certainement une affaire, un business quelconque que le défunt aurait laissé, puisqu'il était quelqu'un qui se débrouillait, qui avait des dépôts, qui avait plusieurs activités à la fois. Et donc, lorsqu'on se précipite vers la personne pour l'accueillir et on lui donne la parole, alors ils vont être surpris par ce qui va être, par l'introduction qu'il fera. Et la personne dira que non, je suis venu vous voir parce que, tiens, j'ai 2 problèmes à vous poser. Le premier, c'est par rapport au terrain que mon amant m'avait acheté. Et le deuxième problème, c'est que moi, je suis séropositive. Il va falloir que vous me trouviez de l'argent pour mon traitement.
Et c'est là que tout le monde est sous le choc, est ému. Comment est-ce possible? Mais d'apparence, il a l'air d'un homme. Mais par la voix, il est comme une femme. C'est alors que certains n'hésiteront pas de le palper, la poitrine, pour voir s'il a des seins ou pas. Enfin, heureusement qu'il avait une poitrine plate comme la mienne. Et d'autres, par contre, ne vont pas hésiter de lui soulever la jupe pour regarder ce qu'il y a en dessous. Et ils sont choqués d'apprendre que leur frère avait ce genre de relation. Tout à fait, parce que nombreux n'ont pas cru, ils n'y ont pas cru, surtout les enfants. Ils se sont dit, c'est pas possible. C'est vrai que notre père était extravagant. Il aimait les femmes, c'est vrai, qu'il s'est remarié plusieurs fois. Mais de là à dire que toi, qui étais un homme, que tu te serais allié à lui et que tu serais devenu sa concubine pendant X temps, ça ne croyons pas. Ils ont mis en doute ce qu'il avait dit. D'autres, par contre, ont voulu aller placer des grosses chaînes avec des cadenas autour de sa tombe, comme pour le bloquer pour qu'il ne fasse plus partie de la famille. D'autres ont même suggéré de le déterrer et aller jeter le reste mortel à la plaine pour effacer son nom, parce qu'ils ont dit que jamais dans l'histoire de leur famille, il ne s'est passé des choses pareilles. Mais en écrivant cette scène, qu'est-ce que vous voulez envoyer comme message? Est-ce que vous voulez plaider pour les homosexuels? Non, bien au contraire. Bien au contraire. Moi, j'ai constaté que, par exemple, dans le quartier où j'habite, il y a des jeunes garçons qui se livrent à cette vie d'homosexualité. Ils sont des homosexuels. Mais ces enfants-là manquent d'encadrement. Ils ne bénéficient pas justement de la part de leurs parents de l'encadrement qu'il faut. Et ils sont abandonnés à eux-mêmes, si bien qu'ils ont une vie double. Parfois, les parents ne savent même pas ce que ces enfants-là mènent en sourdine. Et je pense que le problème de l'homosexualité au Congo est un problème qui est en train de prendre corps. Il va falloir justement se pencher là-dessus pour qu'on arrive justement à le canaliser. Parce que si on ne le fait pas, un beau jour, cela sera connu de tous parce que ce sera mis à nu. À ce moment-là, ce sera impossible, comme on voit sur d'autres cieux, où lorsque quelqu'un se livre à cette vie, et lorsqu'on en parle, alors à ce moment-là, on parle de l'atteinte à la vie privée, voyez-vous. Mais tant qu'on ne parle pas du problème, on est tranquille. Mais dès qu'on l'aborde, tout de suite on dit « Ah non, c'est l'atteinte à la vie privée, ah non, c'est ceci ». Et je pense que pour que cela ne devienne pas une épine sous nos pieds, parce que notre tradition bantou, il n'est pas permis à un enfant d'avoir ce genre de vie, mais d'être droit, c'est-à-dire d'être droit dans ses bottes, c'est-à-dire de se marier à une femme normalement et de faire des enfants. Mais lorsque ces genres de tendances commencent à bas âge, j'avoue que lorsque l'enfant aura grandi, on aura du mal à le soustraire de là. Autre épisode, c'est lorsque vous parlez de Makongo qui surprend un pédophile. Et c'est grâce d'ailleurs à cette découverte que lui, il aura la chance d'aller en Europe parce qu'il va faire chanter ce monsieur, il va le menacer que si, enfin, il ne s'occupait pas de lui, si à concurrence de, je sais pas, une certaine somme d'argent, il allait le dénoncer. Oui, j'aborde ce problème parce qu'à cause des préjugés. Vous savez, nombreux sont victimes des préjugés, des choses qu'on raconte sur eux, alors qu'en réalité, c'est parce qu'ils sont ou c'est parce qu'ils ont fait. Et ils ont payé des frais. Et j'ai voulu justement aborder ce problème parce que beaucoup de choses ont été dites sur Makongo. On l'a accusé, on l'a soupçonné d'être homosexuel, on l'a soupçonné d'avoir des relations avec certains hauts fonctionnaires des organismes internationaux qui viendraient au centre-ville à des heures tardives pour avoir certaines attitudes peu aimables avec les petits-enfants. Et justement, Makongo, que l'on croyait être parti en Europe par cette voie-là, pour s'être prostitué, mais en réalité, ça dit toute autre chose. Il se passe malheureusement que, heureusement j'arrive à le dire, que Makongo soupçonnait quelqu'un, un étranger, un expatrié, résident au Congo, c'est-à-dire dans la ville où a lieu l'histoire, de flirter avec des enfants. Et justement, lorsqu'il prendra cette personne, la met dans le sac, il va alors faire du chantage. Du chantage parce qu'il avait réussi donc à saisir ses habits et à prendre un certain nombre de documents et à exiger à cette personne justement
de signer comme un accord avec lui. Et c'est sur cette base-là qu'il a fait du chantage et a réussi à lui estorquer des moyens. Et tout ce qu'il a fait, c'était de demander à cet expatrié de lui trouver un billet d'avion, de lui payer de l'argent. Et il en a reçu. Et ce qui lui a permis justement de faire ce voyage. Ce qui aussi n'est pas un moyen louable. Ce n'est pas un moyen louable, mais vous savez qu'en partie, je suis d'accord avec lui que lorsque on a affaire à ce genre de personnes qui détournent les petits-enfants, les mineurs, qui font du tort aux mineurs, qui n'ont pas été scolarisés, qui n'ont pas eu une éducation fiable. Et lorsqu'on les détourne en les emmenant justement sur ces genres de terrain, je pense qu'il est de bonne loi que l'on puisse agir ainsi. Et je ne donne pas tort à Makongo si, justement, il s'est saisi de l'occasion pour extorquer de l'argent à celui-là. Et je pense que je ne pense pas que ce soit... Est-ce que ce ne serait pas mieux de le dénoncer à la justice que de laisser continuer ce genre de... Oui, je pense que la justice l'a autorisé, mais regardons un peu la vérité en face. Aujourd'hui, vous déférez un délinquant, le lendemain vous le revoyez dans la rue. Il vient même devant votre porte pour vous dire bonjour, comme pour vous narguer. Donc il y a toutes ces choses qu'il faut prendre en ligne de compte. Mais le chemin le plus sûr et le plus, je pense, conseillé, ce serait celui de la justice. Et notre personnage se rend en Europe. Et là-bas commence encore toute une autre histoire et toute une autre vie. Il se marie avec une dame, une blanche, et il fait aussi venir en France, je pense que dans le roman, c'est la France. Alors, il fait venir en Europe sa première femme avec ses 2 enfants. Et il mène une double vie à l'insu de sa femme blanche. Et par la suite, il revient en Afrique. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message en racontant ces 2 épisodes-là? Mais simplement que chez nous, dans nos sociétés, il y a ce qu'on appelle la polygamie. La polygamie n'est pas condamnée même par la Bible. Mais le Dieu est très exigeant. Il demande à ce que l'époux puisse avoir une attitude plus équilibrée. S'il a 2 femmes et s'il est venu dans le Seigneur, étant marié, il doit avoir un comportement plus équilibré, c'est-à-dire qu'il ne doit pas pratiquer, si vous voulez, il doit traiter de la même manière les 2 épouses. Alors, en prenant cet exemple, c'était pour montrer simplement qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une vie double, mais qui trompent leur épouse de la maison. Ils ne donnent pas l'impression ils donnent l'impression d'être corrects alors qu'ils ne le sont pas. Et le cas de Makongo, justement, Makongo a eu une première femme avec qui il a eu 2 enfants, et lui, il a un grand secret avec celle-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des scarifications et c'était juré fidélité, qu'ils ne jamais se quitter. Alors, lorsqu'il arrive en Europe... Ils ont fait un pacte de sang. Un pacte de sang. Et lorsqu'il arrive en Europe, là où il habite chez des compatriotes. Malheureusement, on veut en faire un babysitter, c'est-à-dire quelqu'un qui doit rester toute la journée à garder les enfants du couple qu'il avait accueilli. Mais Makongo est allé en Europe, c'était pour chercher le bien-être, pour gagner sa vie. Mais lorsqu'on le contraint comme ça à rester toute une journée comme ça, à garder les enfants, il dit, mais je ne suis pas venu ici pour ça. Mais pour avoir justement dit, merde un jour, dit, écoutez, depuis que je suis arrivé, je vous ai aidé.